Ça claque, hein. Dans les coulisses des licornes géantes de la tech. Et si tout ce que vous croyez savoir sur l'innovation, l'agilité, le product management, en fait, tout était faux. Quand on pense à innovation produit, dans la tech en tout cas, on s'imagine un truc comme un espèce de super pouvoir réservé à quelques designers et développeurs ultra créatifs, et puis ultra planqués dans des grosses boîtes tech super agiles, très geeks, donc complètement loin de ce que l'on vit au quotidien. Hop. Hey. Et puis, en fait, pas tant que ça. Il n'y a pas longtemps, je bossais pour une équipe, j'ai accompagné une équipe dans une entreprise. Et puis, c'était une entreprise qui cochait toutes les cases. Elle était vraiment assez parfaite. Donc, c'était un peu, qu'est-ce que je viens faire là? Il y avait des PM, des PO, des Scrum Masters, des coachs agiles. Ils faisaient des OKR, du design, du discovery, du delivery, tout ça. Ils avaient un board Jira complètement impeccable. Tout super bien. Et puis, avec les dirigeants, je leur dis, du coup, montrez-moi les chiffres. Business, on en est où, quoi? Et là, c'est un peu le drame. Parce que pas beaucoup d'impact, ou peut-être même pas du tout. Les KPIs flat, dans le meilleur des cas, flat, on va dire. Voire même des fois un peu en berne. Et au niveau business, c'est-à-dire quand on parle business, quand on parle revenu, ça sentait un peu le sapin. Et puis les features qu'on livre, quand on regarde les stats d'utilisation, les nouvelles features, elles ne sont pas si utilisées que ça. A priori, soit les utilisateurs n'étaient pas au courant, soit ils n'ont pas trouvé, il y a un truc. Donc j'ai senti monter le stress, un petit peu comme là en ce moment, en face de tous vous. Et puis ils m'ont fait, je comprends pas Rachel, on fait tout bien. On fait tout bien. C'est vrai, ils font tout bien. Et m'énerve ce télécommande, tac. Ils font très bien des choses inutiles. Or, je vous rappelle, les amis, que faire des choses très bien qui ne servent à rien, c'est la définition même du gâchis. Et c'est pas si inhabituel que ça. Moi, je suis sûre qu'ici, il y a des gens qui se sentent un peu concernés aussi. Du coup, j'ai envie de vous poser la question. C'était quand la dernière fois que vous avez vraiment mesuré l'impact direct de ce que vous codez, livrez, designez en termes d'impact business sur des vrais utilisateurs? Quand est-ce que vous avez observé pour la dernière fois un changement de comportement dans votre marché, dans vos utilisateurs, après avoir livré quelque chose? C'est pas une question rhétorique. On confond trop souvent dans la tech et dans l'agilité. Alors je dis ça, je vous préviens, je suis totalement coupable de tout ça aussi. Hein, je m'inscris complètement là-dedans. On se sent confond assez souvent en fait la vitesse, le fait de livrer beaucoup très très vite, les cycles, la vélocité, avec une capacité de vraiment innover, c'est-à-dire de produire un impact sur le marché. Et on fait souvent ça en perdant de vue que la vitesse, ce n'est pas le progrès, ce n'est pas l'amélioration d'une problématique sur un marché. Or, il y a des entreprises qui innovent vraiment, c'est-à-dire qui sont capables de changer des comportements, de créer des marchés, d'adresser de nouveaux segments, d'avoir de nouveaux business. Et ces entreprises-là, elles vivent dans une réalité qui est un petit peu différente. Et je vais vous parler de tout ça. Donc, bonjour à tous, vous êtes très nombreux. Mon nom est Rachel. Ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille dans la tech. Plutôt côté produit, parce que le développement, ce n'était pas ma compétence, mon talent principal. Et j'accompagne aussi des entreprises sur le côté coaching agile, coaching produit. Et j'ai eu la chance dans ma vie, deux chances, j'ai eu la chance de bosser pour deux grosses licornes, en l'occurrence Spotify et Vinted. Et puis aussi, comme j'écris un livre depuis 2 ans, j'ai des discussions très très étroites avec des gens d'Airbnb,
de Facebook et d'Amazon sur les problématiques produits. Et j'avais envie un peu de vous parler un peu de tout ça. Rentrons dans le vif du sujet, regardons comment ça se passe chez une licorne. Regardons derrière les rideaux. Je vous présente Anna. Donc Anna, évidemment, donc elle est PM chez Spotify. Anna est un personnage fictif, mais qui est basé sur des gens que j'ai côtoyés. Moi, j'étais moi-même PM chez Spotify pendant quelques temps. Regardons un petit peu sa vie. Alors la semaine d'Anna, elle commence en général pas en ouvrant un Jira pour regarder un backlog et savoir où est-ce qu'on en est du sprint, mais elle va plutôt commencer en ouvrant Backstage, parce que c'est son point d'accès à la plupart des dashboards qu'elle va utiliser. Et elle passe pas mal de temps, tous les jours, elle commence d'ailleurs sa journée comme ça, à checker où est-ce qu'on en est des MAU, c'est-à-dire les Monthly Active Users, où est-ce qu'on en est de l'acquisition, de l'activation, de la rétention. Puis elle va aussi regarder un peu les performances techniques du produit qu'elle gère. Est-ce qu'il y a eu des plaintes, est-ce qu'il y a eu des crashs, où est-ce qu'on en est? Ça, c'est son point de départ. Et il se trouve que aujourd'hui, bim, alerte sur un des dashboards, un petit problème. Et du coup, avec ce problème, elle va aller voir son équipe. C'est une petite équipe, ils sont 8-10, il y a des designers, il y a des data scientists, il y a des ingénieurs, du front, du back. Il y a elle, ils se connaissent assez bien, ça fait un peu plus de 2 ans qu'ils travaillent sur le même périmètre, dont ils sont responsables bout en bout. Et du coup, cette alerte, ça les embête. Leur travail à eux, c'est vraiment de regarder, leur mission, c'est de comprendre un peu les différents problèmes des utilisateurs et comment est-ce que ces problèmes viennent dans le chemin des intentions business de l'entreprise. Et aujourd'hui, le problème, il est assez concret pour eux, puisqu'ils gèrent les playlists partagées. Ils s'aperçoivent qu'il y a un drop de plus de 8% sur leur fonctionnalité. Ça a l'air de rien, 8%, mais quand on se rappelle que Spotify, c'est 750 millions d'utilisateurs, ça commence à faire. Et du coup, ça, c'est vraiment un problème. Donc, ils vont regarder ce qu'ils connaissent déjà, toute la data qu'ils ont, les logs, les dernières surveys qu'ils ont fait, ils vont commencer à mouliner ça, à se dire, attends, on a oublié quelque chose, on est passé à côté d'un pattern, d'un truc. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas aussi, ça c'est important. Et essayer de trouver des hypothèses, et qu'on commence à formuler des hypothèses là-dessus. Donc comme ils connaissent bien leur sujet, ils ont quelques suspects en tête, quelques hypothèses, mais ils veulent aussi garder un esprit assez ouvert et enquêter un petit peu sérieusement. Donc avec le data scientist et les ingés, on commence à regarder creuser les chiffres, voir comment on peut les recouper, voir si ça peut être aligné avec des événements qu'il y a eu sur la plateforme. On va aussi aller regarder sur des utilisateurs spécifiques qu'on a flagués par rapport à leur comportement, s'ils ont été impactés ou pas. On regarde vraiment en détail, c'est vraiment une enquête. Et cette enquête les mène juste après à aller voir le customer service. Le customer support, c'est quand même un truc assez bien, parce que quand il y a un problème, les gens se plaignent, et quand ils se plaignent bien en général, donc c'est quand même de la masse de données. Donc ils vont essayer d'aller les voir, trouver tous les tickets qui sont associés. Avec les tickets qui sont associés, on peut remonter aux utilisateurs, et ces utilisateurs, on peut les interviewer. Les équipes peuvent aller interviewer directement les gens qui ont été concernés, voir avec eux quel était le contexte d'usage, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, pourquoi ça a planté, comment ça a planté, en fait, plus exactement, essayer de capturer l'intention et pourquoi est-ce qu'il y a cette petite désaffection de la fonction. Ils peuvent même, s'ils le veulent, spontanément organiser des interviews, des focus group avec eux pour tester, valider ou invalider des hypothèses. Tout ce travail-là, c'est cool parce que c'est ce qui leur permet de très rapidement transformer des problèmes, de détecter les problèmes remontés par les utilisateurs et de les tourner en opportunité d'améliorer leurs produits. Je vous rappelle les playlists. J'utilise un petit framework connu qui s'appelle How Might We. Ils essayent de mapper toutes les opportunités en forme d'arbre de décision, en OST pour ceux qui connaissent, et d'adresser sur toutes les opportunités qu'ils ont identifiées des chiffres, d'estimer l'impact, la rentabilité de chacune des options pour choisir celle qui est la plus intéressante, qui est un peu la plus juicy là-dessus.
et pour la prioriser. Ils font ça encore tout seuls, basé sur ces données. Ils trouvent 2-3 trucs sur lesquels l'équipe croit vraiment. Ils font un BETS. Donc, chez Spotify, on a un framework qui s'appelle DIBB, qui est assez bien pour ça. C'est data, quelles sont les données, insights, qu'est-ce qu'on comprend de ces données, beliefs, qu'est-ce qu'on se forge comme opinion, qu'est-ce qu'on croit comme hypothèse, et BETS, comment est-ce qu'on va tester les protocoles qui vont nous permettre de tester nos hypothèses et les tourner en expérimentation. Très rapidement, donc là il s'est passé quelques heures, quelques jours, très rapidement l'équipe se met à développer des variants des interfaces concernées, de leur interface de gestion de playlist, voir si en changeant peut-être le point d'accès ou la couleur, la lisibilité, tous les paramètres, ils vont faire plusieurs variants, voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner le mieux. Ils font ça assez rapidement parce qu'ils utilisent Encore, qui est le design system de Spotify, qui est directement intégré dans Figma. Donc les designers peuvent travailler avec les ingés, il y a tout le code qui est associé à ça, le comportement, etc. Et ça leur permet très rapidement de développer différents variants, différentes alternatives à la fonctionnalité qui ne marche pas. Ces variants-là, évidemment, on va les protéger. On va protéger ce code-là en mettant du feature flag, ma superbe image derrière moi, pour mettre un peu plus de sécurité. Et on va profiter du train de release qui arrive tous les jeudis soirs pour pousser la nouvelle variante dans la nouvelle version de l'application. Tout en mode commenté. Une fois que l'appli a été livrée et passée sur les stores, mise à jour chez les utilisateurs, on va pouvoir, avec le back-end, activer ou désactiver les variants qu'on a proposés. Donc on utilise la plateforme d'A/B testing de Spotify qui s'appelle Experience. Avant, elle s'appelait ABBA, c'était plus rigolo. Et on va lancer les campagnes de test. Donc sur la page d'origine, qui est notre référent, on va pouvoir adresser tous les variants. Ce sont des tests rapides et voir très rapidement, en temps réel quasiment, quel variant fonctionne le mieux. Quand je dis qu'on fait des A/B testing, on ne se contente pas de faire ça c'était l'origine, on pense que ça c'est mieux, A/B. En fait, ils font plusieurs dizaines de tests en même temps, donc ce serait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et par exemple, pour vous donner une ordre de grandeur, chez Spotify, à tout moment dans le temps, il y a à peu près 2000 tests, campagnes d'A/B testing qui tournent en même temps sur l'application. Donc il y a énormément de changements, il y a énormément de tests qui sont faits en parallèle sur l'application. Le but de ces tests, c'est de voir si les hypothèses sont bonnes, c'est-à-dire est-ce que les résultats vont dans le sens que l'on veut, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est même suffisamment bon, parce qu'il y a peut-être des variants qui vont performer à plus 0,1%, d'autres à plus 0,4%, et puis aussi on veut essayer d'éliminer les variants qui peuvent avoir des résultats négatifs. Et donc on va pouvoir décider de ce qu'on va mettre à la poubelle, de ce qu'on va vouloir garder et pour retester, ou de ce qui marche très très bien et qu'on va vouloir scaler. Et donc là, on va avoir une approche de déploiement progressif qui est gérée par l'équipe via le back-end, avec d'abord la release privée pour les employés Spotify, puis 1%, 2%, 5%, la terre entière, pour essayer de voir, et on va monitorer en temps réel ça, pour vérifier qu'on n'a pas d'effet de bord non souhaité. Le harm, c'est important. Et en fonction des learnings qu'on a eus, rinse and repeat. Parce que peut-être que ça a été suffisant à régler notre problème de 8%, probablement pas, parce que 8% c'est quand même une grosse perte. Et on est dans des systèmes complexes, avec des centaines de millions de gens. Très probablement que la solution à ce problème n'est pas une solution, mais une combinatoire de plusieurs. Donc il va leur falloir avoir plus d'itérations et plus d'expérimentation, et des fois des expérimentations croisées, avec des marches arrière même des fois, pour arriver à remonter la courbe de cette fonctionnalité qui est importante pour le revenu de Spotify. Hop, ça c'est la boucle en entier. On voit qu'on n'est pas vraiment dans un système linéaire, on est dans une boucle de feedback, de rétroaction. Et c'est pas, on voit bien qu'on n'est pas dans un plan de delivery là, quinquennal avec une roadmap qui nous dit tout ce qu'on va livrer dans les mois à venir. On est vraiment sur un flux d'expérimentation. On est presque sur comme un système vivant qui teste, qui sent, qui réagit.
comme un organisme. Par exemple, un organisme qui serait créé, designé pour maximiser l'apprentissage et pas le delivery. Donc j'ai commencé en vous parlant tout à l'heure du talk, c'était vraiment ce qu'on appelle l'illusion de l'agilité. C'est tout ce que je fais, mes sprints, mes backlogs, mes machins, etc., qui vous maintiennent dans une illusion. Moi, je pense que la vraie agilité, l'agilité business tech, c'est ce delivery. C'est pas le delivery, le pipeline de delivery, mais c'est vraiment le pipeline de learning. Et j'aimerais bien vous montrer comment les caractéristiques qui nous différencient d'eux. Ce que je vous propose, c'est de disséquer une licorne. Donc, rendant à César ce qui appartient à César, c'est ma fille de 11 ans qui a fait ça, qui a torturé ChatGPT pour arriver à ça. Et la belle veste qui va avec. Disséquons des licornes. Alors, la première chose je voudrais qu'on établisse entre nous, comme étant un point d'accord, c'est qu'un produit, ce n'est pas une liste de tickets Jira. D'accord ? Ça, on peut mettre ça de côté. Et c'est sûrement pas une roadmap de machin à exécuter. D'accord ? Maintenant qu'on a déposé ça sur le côté, si on peut vraiment avancer et changer le narratif, là, c'est plus possible. On est en 2025. On ne peut plus dire des trucs comme ça. D'accord ? C'est pas possible. Je partage toutes mes slides, vous les aurez après, vous inquiétez pas si vous voulez prendre des photos. Faire du produit dans la tech, alors je ne parle pas pour tous les autres trucs, mais je parle pour le sujet que je connais, la tech. Faire du produit, c'est pas gérer des backlogs, d'accord ? C'est pas de l'administratif. C'est plutôt, moi je trouve que c'est beaucoup plus proche du fait d'élever et de faire grandir une créature un peu étrange, une créature qui réagit, qui sent des choses, qui réagit à un écosystème qui évolue, j'espère qui survit, et qui se développe, qui croît. Et comme tous les êtres vivants, pour fonctionner, ce système-là, il a 3 fonctions vitales. Un système nerveux, un système immunitaire et un système circulatoire. Le système nerveux de notre licorne, c'est ce qui donne la capacité aux licornes d'observer le monde extérieur, de ressentir les changements du monde extérieur, de comprendre, d'avoir les sensations pour pouvoir mieux agir et réagir. Je vous signale que sans ce système nerveux, là, vous ne pouvez pas sentir le monde, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien faire. C'est pareil pour les entreprises. Et un produit qui est sans capteur, sans log, sans tracker, sans monitoring, sans rien du tout, en fait, sans feedback constant avec l'extérieur, c'est un produit qui est sourd, qui est aveugle, donc c'est un produit qui ne va pas très loin. Chez Airbnb, par exemple, ce système de détection, il est quasiment totalement automatisé. Ils ont énormément de sondes et d'algorithmes qui vont détecter tout ce qu'ils considèrent comme étant des comportements pas anormaux, mais limite normaux, subnormaux, qui commencent à être déjà à la frange. Des comportements d'utilisateurs, des comportements de fonctionnalité. Et ça, c'est remonté automatiquement aux équipes concernées. Ça leur arrive en général dans leur Slack channel, pour leur pousser l'info, parce qu'on est très très borderline. C'est comme si c'était un corps qui sentait la douleur ou la brûlure et qui vous dit au bout des doigts, là, t'es en train de te brûler, réagis cerveau. Et ça, c'est une caractéristique qui est assez étonnante, en fait. Après, le truc, c'est que ça ne suffit pas d'avoir des signaux nerveux et de les recevoir, il faut encore les comprendre, les réagir, les interpréter. Et les entreprises, les licornes, elles ont compris ça. Elles ont compris qu'une équipe produit, c'est pas un product manager dans son coin, quoi. C'est une équipe qui regroupe les différentes fonctions ensemble et qui sont responsables, dans le sens comptable, de l'intégralité du truc. D'accord ? C'est des entreprises qui ont compris que faire le discovery dans un coin avec des experts, puis ramener des choses dans une équipe de développement et leur dire vous développez ça, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir une équipe qui gère le discovery et le delivery dans le même espace-temps, avec tout le monde engagé. Avoir les ingénieurs très tôt dans le processus de conception, d'exploration du problème, c'est une chance, c'est ce qui nous permet d'innover réellement. Et pas de segmenter ça.
La deuxième chose dont a besoin notre licorne, c'est un système immunitaire. Parce que faire 2000 changements par jour, ou 50 000 si vous êtes Amazon, ben c'est risqué. À chaque fois qu'on pousse du code en prod, vous avez vu qu'ils n'ont pas testé sur une plateforme de test avant, hein, ils ont en prod, on est d'accord? Cool. Ben c'est un peu risqué, hein, on peut introduire des anomalies, on peut introduire des dangers pour notre système. Donc on a aussi besoin que le système puisse sentir ça, et puisse détecter très très précocement tous les intrus. Et ça, vous ne pouvez pas faire ça sans avoir une excellence technique au niveau. Donc tout ça, vous connaissez déjà. Mais c'est un prérequis, c'est-à-dire c'est un point de départ nécessaire. Ce n'est pas une métaphore hein, sur le coût des logiciels, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention à la santé de votre produit. Mais là, on était un peu en train de parler d'un système un peu immunitaire, un peu réactif, on va dire. Les licornes, elles sont aussi assez fortes dans le système immunitaire proactif. La prévention, c'est un peu la clé pour éviter d'être malade. Et une des façons de faire de la prévention sur vos systèmes, sur les systèmes complexes, c'est d'anticiper, c'est de virer de façon systématique, méthodique, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne marche plus ou tout ce qui marche moyen. Si dans l'ensemble des fonctionnalités que vous gérez, ces fonctionnalités-là ne génèrent plus de trafic, de traction et de business, posez-vous la question de les supprimer. Et faites-le régulièrement, très régulièrement. Hein? Moi, je vous propose la petite maxime suivante. One refacto ED, keep the doctor at bay. Donc, parce que notre équipe, elle ne fait pas que livrer des variants et les cacher ou les décacher via back-end. Une fois qu'on a identifié ce qui ne marche pas, on va nettoyer son truc, on laisse ses trucs propres. Moi, je crois beaucoup à l'anti-roadmap, par exemple. Au lieu de faire des roadmaps de trucs que vous ajoutez, faites des roadmaps de trucs que vous enlevez. Votre truc, il sera beaucoup plus léger, sera beaucoup plus facile à maintenir, ça coûtera beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous diminuez le risque qu'en ajoutant quelque chose, il y a des effets de bord un peu chelous et que ça ne fonctionne pas. Ne laissez pas des trucs inutiles stagner. Pas de valeur, on ne garde pas. Le système circulatoire, rapidement. Comment on fait pour garder notre système vivant, vraiment? Eh ben, la première chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'un produit, un être vivant, ne se nourrit pas de reporting. Donc, tout le temps que vous passez au reporting, ce n'est pas ça qui va vraiment nourrir votre produit. En fait, il y a une véritable stratégie chez les licornes de connecter non seulement les points, c'est-à-dire les datas, mais surtout de connecter les gens et de faire en sorte que dans votre entreprise, il y ait un flow continu, facile, transparent d'informations et d'intelligence. C'est-à-dire que normalement, vos dashboards, ce n'est pas la propriété d'une équipe data dans un coin où ce n'est pas fichu sur un drive sécurisé auquel quelques personnes n'ont accès. Il faudrait que toutes les datas soient accessibles à tout le monde, que vous puissiez voir les logs, que vous puissiez voir la prod. Si vous êtes vraiment très évolué, donnez aussi accès aux informations commerciales et financières. Ça responsabilise beaucoup de voir l'impact commercial et financier de ce que l'on fait. Et il faut que les personnes puissent discuter facilement et ouvertement de ça, toutes les personnes et tous les corps de métier, pas juste les chefs ou le produit. On a parlé tout à l'heure d'Airbnb qui pousse les informations. C'est vraiment important de ça dans le système de circulation, le fait que l'information soit poussée aux gens et directement à l'endroit où ils la consomment, ça fait gagner énormément de temps. Donc faites en sorte que la data arrive aux gens et qu'ils n'aient pas besoin de la garder, de la chercher. Il y a tous les systèmes d'alerting qui sont très bien aussi pour ça. Le principal blocage dans le système de circulation, ce n'est pas des blocages techniques, c'est des blocages culturels en général. Parce que les conversations dans les entreprises sont très rapidement silotées. Et on a tendance à croire aussi sur le produit qu'une fois qu'on a livré le produit en prod,
le travail est fini et donc la conversation s'arrête. Dans les entreprises, il faut combattre ça, parce que ce système de poche un peu isolé de gens, c'est ça qui va vraiment freiner l'innovation de votre produit et qui va vraiment ralentir le flot de l'information. Je crois pas, je sais que ça a l'air bizarre pour une agiliste où vous avez toujours entendu les gens détruire les silos. Moi, je ne crois pas qu'on puisse détruire les silos. Je pense qu'à partir du moment où 2-3 personnes ont un centre d'intérêt commun et se mettre ensemble, ça fait un silo. Il faut l'accepter. Par contre, il faut se battre contre ce que j'appelle les royaumes, c'est-à-dire les gens qui décident que ça, c'est une frontière et que tu n'as pas le droit d'y passer et que c'est à moi. Ça, c'est dangereux dans les entreprises. C'est dangereux pour l'innovation et l'impact business. Ce qu'on veut, c'est vraiment accélérer la communication. Une des trucs qu'on doit disséquer encore, c'est le cerveau. Donc on pourrait essayer de voir un peu la tour de contrôle d'une licorne. Ce que je vous propose, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans les 24 heures qui suivent un échec de feature sur le marché chez une licorne. Imaginez un peu la scène. On vient de déployer la fameuse fonctionnalité, on l'a déployée aux 750 millions de clients de Spotify dans le monde. L'équipe était confiante, les résultats étaient bons, le discovery était super, les focus group géniaux, les premiers A/B testing avaient donné des résultats super cool, les chiffres sont prometteurs, vraiment tout est bon, on déploie. Et puis au bout de quelques jours, on commence à voir les chiffres qui baissent, qui impactent, on voit des choses, ça va vraiment pas. Ça commence même à coûter cher. Ça commence à faire mal. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Okay. Pourquoi? Parce que par design, c'est intégré le fait que ça va merder. D'accord? Par design. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas d'over émotionnel dessus parce que la fonctionnalité en question, on peut la désactiver. Donc la même équipe qui a poussé, qui a déployé, qui s'aperçoit qu'on commence à perdre de l'argent, avant de rentrer en escalade et en drama, elle va faire switch off. Okay? Switch off. Du coup, on se calme. On peut avoir une discussion ensemble. Donc il n'y a pas besoin d'escalader, il n'y a pas besoin de copier le codir, il n'y a pas besoin de blame game, chasse aux sorcières, ce que vous voulez. On désactive, on regarde, on analyse. C'est vachement intéressant cette histoire de désactivation. Parce qu'en entreprise, quand on fait du produit, il y a deux questions qui sont un peu critiques. C'est est-ce qu'on doit lancer la fonctionnalité ou est-ce qu'on doit la tuer? Avant de bosser chez Spotify, moi j'ai bossé dans des boîtes qui étaient assez classiques et le gros des efforts était posé sur la première question. Est-ce qu'on doit lancer? Et est-ce qu'on doit lancer? Ça passe par des comités, des prises de décision, il faut argumenter, justifier. Ça prend un certain temps. La différence avec les licornes avec lesquelles je travaille, c'est qu'elles over-investissent la deuxième question. Est-ce qu'on peut le tuer? Et elles facilitent ce fait de activer ou désactiver la fonction. Et le fait de désactiver en prod, c'est pas un signe de faiblesse. Moi, je crois que c'est un signe de maturité. Le fait d'anticiper que ça va merder et de s'équiper et de donner à tout le monde dans l'entreprise la possibilité de faire switch off quand il faut très rapidement, localement, etc., je crois que c'est un signe vraiment de maturité, de dire, bon, ok, on s'est trompé, move on. Qu'est-ce qu'on en a appris? Alors une fois que le stress est passé, peut-être quelques jours après, on fait ce qu'on appelle une cold review. La cold review, je sais pas, post-mortem aussi, je crois qu'on dit, ouais. C'est un peu létal, post-mortem. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc, qu'est-ce qu'on a mesuré après qui nous a surpris? Parce que c'est ça, en fait. Il s'est passé un truc, tout allait bien, tout était bon, on était tout au vert. Ça plante. Qu'est-ce qu'on a appris qui plante? Pourquoi? Quelles étaient les croyances qu'on avait sur le produit, sur les chiffres, sur les utilisateurs, sur le marché, dont l'épisode nous montre que c'était faux.
Et après, ce qui est vraiment intéressant dans la discussion avec les équipes d'ingé et les équipes produits, c'est de dire, OK, et maintenant que vous avez cette nouvelle connaissance, ce nouveau jeu de données, comment est-ce que ça va influencer les prochaines choses que vous allez faire? Est-ce que ça vous fait changer d'avis sur des expérimentations que vous aviez prévues? Comment est-ce que vous allez prioriser différemment? Est-ce que ça vous fait changer sur les stratégies techniques que vous allez mettre en œuvre? La vraie valeur de la conversation, elle est là. Dans les entreprises un peu traditionnelles, moi je crois qu'on se berce d'illusions. Et notamment, il y en a 3 qui sont un petit peu dangereuses. La première, c'est celle-là. Alors, on a parlé aux gens, on a fait des focus group, on a fait des interviews, on a un UX dans l'équipe. Donc c'est vachement bien. Non, mais sérieusement, c'est vachement bien. Continuez à faire ça, c'est super. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. D'accord ? Plus loin parce qu'il y a un problème, c'est que grand philosophe devant l'Internet, Dr House le dit, les gens vous mentent. Okay ? Quand vous demandez à un utilisateur quelque chose entre ce qu'il vous dit et ce qu'il fait, il y a quasiment toujours une différence. Si je demande ce que vous regardez dans Netflix, vous n'allez pas me dire, vous allez regarder Emily in Paris, d'accord ? Vous avez honte. Je ne sais pas si c'est honteux ou pas, mais la plupart des gens, vous allez me mentir. Si je base ma stratégie produit dessus, je suis dans la merde. Les comportements des utilisateurs nous font mentir quasiment à chaque fois. Donc c'est bien ça, les licornes, elles ont compris, elles écoutent leurs utilisateurs, elles prennent des informations, elles vont collecter des choses, mais elles vont recouper ça avec de la donnée et elles vont observer. La réalité est toujours beaucoup plus forte que la théorie. Des fois même, elles vont aller plus loin, elles vont même pas demander à l'utilisateur, elles vont le faker, et typiquement en leur proposant des choses et en vérifiant. Donc Wizard of Oz, c'est la technique qui vous permet de faire une fausse page, une fausse fonction. Vous mettez derrière un humain qui mime le comportement souhaité, puis vous regardez ce que c'est. C'est les faux boutons aussi que vous pouvez mettre dessus pour voir le taux de clic des gens. Il y a plein de stratégies comme ça, un peu, qui ont l'air un petit peu chelou, mais qui sont vraiment intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles nous permettent de vérifier si on n'est pas en train de nous mentir. Elles nous permettent aussi de vérifier quelque chose de très important, avant même d'avoir dépensé 1 €, c'est est-ce qu'il y a moyen de générer du business dessus ? Parce que si la réponse est non, ne le faites pas. Ça a l'air évident, hein, ce que je dis. Hein. Si la réponse est non, ne le faites pas. N'empêche qu'il y a plein d'entreprises où personne ne se pose la question de ce qu'on est en train de développer, ce qu'on va livrer, est-ce que ça va vraiment générer du business ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ne pas le faire ? Donc essayez de faire ça, et essayez de faire ça au moindre coût possible, avec le moins de lignes de code possible. Celle-là aussi, elle est dangereuse. On est super bon au delivery. En plus, en ce moment, on est dans une logique productiviste qui m'inquiète un tout petit peu. Livrer beaucoup, 2 fois plus en 2 fois moins de temps, avait dit un agiliste connu. On a cuté le time to market par 2, ça c'est cool. C'est super cool, vous livrez beaucoup, mais encore une fois, si vous ne livrez pas la bonne chose, on s'en fiche en fait. Okay ? Le but du jeu, c'est est-ce que ce que vous avez changé change quelque chose pour les humains qui vous payent à la fin, qui achètent vos fonctionnalités, qui les utilisent ? Parce que si ça n'a aucun effet sur eux, vous vous trompez complètement. Ce que j'aimerais, c'est de se dire que plutôt que de livrer des fonctionnalités, essayez de livrer des hypothèses et des tests en prod. Ça serait beaucoup plus intéressant. Essayez de livrer un protocole de test. Essayez de vous dire, OK, cette livraison, c'est telle hypothèse qu'on teste parce que on va le vérifier comme ça, et si on se trompe, le point de sortie, c'est là. Si c'est validé, le point de truc, c'est là. Et si c'est dans le grey, eh ben, on va faire ça. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a des entreprises aussi, alors je crois que c'est chez Amazon où ils font ça, où ils ont même automatisé des roll-outs systématiques si jamais en prod quelque chose impacte des KPI financiers. C'est-à-dire que c'est complètement automatisé, on peut jeter des features
qui sont problématiques ou des fonctionnalités ou Et ça, c'est intéressant parce que ça vous montre que ces gens-là n'ont aucun attachement émotionnel aux features. On s'en fout de votre backlog. Il y a des backlogs, ils sont immenses, ils font des milliers de trucs parce qu'on a peur de jeter les idées qu'on a eues géniales. On s'en fiche complètement. Pas d'attachement. Kill. La vélocité et la productivité ne servent à rien si vous ne faites pas changer votre business. Celui-là, bon, voilà. Vous avez des OKR, c'est super, c'est à la mode, c'est chouette. Si votre OKR il est connecté à une liste de delivery, arrêtez de faire des OKR, ça ne sert à rien. Si vous faites qu'aligner de l'output, il n'y a pas de valeur là-dessus. Et ça ne dit rien de votre capacité à vous remettre en question, ça ne dit rien de votre capacité à conquérir votre marché. C'est vraiment un artefact complètement nul. La plupart des OKR ils ressemblent à ça. Hein. Donc ça, c'est nul. Okay, si on traduit ça en langage licorne, ça donne plutôt quelque chose comme ça, normalement. Hop. Ça, déjà, c'est mieux. Vous voyez la différence entre les deux? Ça, on aime bien. Enfin, on aime bien. Si on aime les OKR, on aime bien, c'est ça qu'on veut. Mais pas les précédentes. Okay, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, ta reformulation aussi, ça change complètement tout. Enfin, parce que c'est là, quand je vous montre, hop, reviens en arrière. Ça, si vous êtes une équipe, vous avez de la place pour expérimenter. On ne vous dit pas ce que vous devez faire, on n'est pas dans le micromanagement, c'est pas tu dois livrer ça, tu me fais tel composant machin. Là, on vous donne des problèmes à résoudre, des trucs à chercher, c'est un peu plus intelligent, un peu plus... moi, je trouve que ça me stimule beaucoup plus personnellement que la précédente. Donc si, ça change complètement tout. Ce qu'on veut, c'est des gens qui soient alignés sur des problèmes à résoudre, pas sur des listes de trucs à livrer. Enfin, c'est mortel, quoi. Et on veut un alignement très fort là-dessus et une souplesse dans l'exécution. Il doit y avoir plusieurs façons d'atteindre les résultats. Il y a forcément ça. S'il n'y a pas ce slack-là, ça ne sert à rien. Hop, je me speed. Alors, je peux vous proposer de dire, elle est un peu chiante, elle nous raconte que ce qui ne va pas. Donne-nous des solutions. Alors déjà, bonne nouvelle, il y a des alternatives. Moi, je crois que c'est en intégrant une logique produit un peu plus forte. Premier truc, vous n'avez pas besoin d'être Spotify ou Airbnb ou quoi que ce soit pour faire ça. Deuxième truc, vous n'avez pas besoin de les copier. Spotify modèle, il ne faut pas faire ça. Vous n'êtes pas de Spotify, faites votre truc à vous. Et vous n'avez pas non plus besoin du budget complètement faramineux de Google pour commencer à faire des trucs. Okay, ce n'est pas une question de budget ou de ressources ou de technique ou d'outils, c'est plutôt une question de pourquoi est-ce que vous faites les choses. Tant qu'on y est, on va tuer un petit mythe. Vous allez me dire, Rachel, c'est cool ton truc de licorne, elles sont choupi kawaii tout plein, ça marche bien pour eux parce qu'ils ont une culture incroyablement favorable et positive. Ils ont un leadership qui est visionnaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que toutes ces licornes, elles ont des modèles culturels complètement différents. Il y en a certains, je vous garantis que vous ne voudriez pas y vivre, c'est tellement que c'est toxique. D'accord ? Donc ce n'est pas la culture ni la qualité du leadership qui fait qu'ils y arrivent à ça, c'est autre chose. Et moi, je pense que cette autre chose-là, qui fait que chez elles, ça fonctionne, c'est que peu importe leur culture et leur leadership, elles ont compris un truc. Elles ont compris que ce qu'elles font, c'est de la tech. La tech, c'est le produit. La tech, c'est le business. Et quand on comprend que la tech, c'est le business, alors la façon dont elles travaillent, c'est la plus rationnelle. Donc si votre business à vous, c'est la tech, parce que vous êtes une plateforme, parce que vous êtes une marketplace, parce que vous êtes un service de streaming whatsoever, ça veut dire que la tech, c'est votre façon à vous de faire de l'argent, on est d'accord ? Donc arrêtez de considérer que les ingénieurs sont un prestataire lambda qui doit exécuter quelque chose. La tech, c'est le produit. C'est de là que va venir la capacité d'innovation, de conquête de marché. Ce n'est pas une option de fonctionner comme ça. Donc changez votre product operating model. Passez à une logique d'apprentissage rapide, d'itération rapide et intégrer les ingénieurs, évidemment.
Pouf, moi je vous donne 5 bonnes idées qu'il ne faut pas suivre à la lettre. Et la première, faites du delivery d'expérimentation, on en a parlé, pas du delivery d'implémentation. Arrêtez d'implémenter des trucs, okay. Expérimenter, déjà c'est plus fun. Intellectuellement, vous allez voir, c'est beaucoup moins chiant, c'est important. Deuxième, au lieu de faire des user stories en tant que je veux que, afin de, boring, ça ne marche pas, essayez de faire des protocoles d'expérimentation. D'accord ? Quelle est l'hypothèse ? Quels sont les chiffres ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on comprend ? Abordez la partie scientifique. Vous êtes des ingénieurs en plus, donc ça doit être vachement plus facile pour vous. Faites des protocoles de test, soyez rigoureux et n'hésitez pas, si le test est mauvais, trachez le truc. On veut des product teams, on veut des gens, des ingés, des products, des designers et des data qui travaillent ensemble, d'accord ? En mode mini-lab. On veut leur donner full access aux problèmes, full access aux ressources, full access aux data, et on veut leur faire confiance. C'est des gens intelligents, on les a choisis pour ça, ils sont éduqués, ils sont compétents, performants, on y va. Ils peuvent résoudre des problèmes complexes, mieux que quelqu'un qui n'est pas du tout connecté ni aux utilisateurs, ni aux produits. Refusez de scaler, c'est-à-dire de déployer une nouvelle fonctionnalité sur toute votre population si cette fonctionnalité n'a pas fait la preuve de son efficace sur le business. Arrêtez de nous faire des logiciels avec des dizaines et des dizaines de fonctionnalités dont tout le monde se fiche royalement et qui ne vous font pas gagner de l'argent ou qui n'ont pas un impact positif sur l'environnement. Si c'est ça votre truc, ça marche aussi. Donc refusez ça strictement. Pratiquez l'anti-roadmap. Plutôt que de vous réunir tous les 3 mois pour décider de ce que vous allez ajouter, essayez de vous réunir tous les 3 mois pour décider de tout ce que vous allez enlever. C'est-à-dire, ayez le courage d'affronter votre performance en production. C'est OK de dire on a fait ça, etc., ça ne marche pas, on le retire. Et vous devriez faire ça. Si ça n'a pas de valeur, si ça n'impacte pas, ça n'a pas lieu de rester. D'accord ? Je sais qu'il y a une légende qui dit que 70% des fonctionnalités d'un logiciel ne sont jamais utilisées. J'ai jamais trouvé la source de ça, donc si vous l'avez, ça m'intéresse. Mais je pense qu'en vrai, dans la vraie vie, c'est un peu ça qui se passe quand même. Un petit bonus. Arrêtez, ça c'est très personnel, c'est mon cadeau, arrêtez de cautionner cette idée que le discovery doit être fait dissocié du delivery. Arrêtez de me faire les dual track là, que je vois partout, avec des gens qui pensent et qui trouvent, et puis des gens qui font. Hein, on n'est pas là pour faire du code, on n'est pas là juste pour faire du code. Enfin, c'est pas intéressant, c'est la partie chiante du truc, c'est la partie qui va être automatisée bientôt probablement, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Donc battez-vous férocement contre ça. Ça c'est de la mini-cascade, c'est du cycle en V, c'est du taylorisme, mais vraiment de l'autre siècle. Ça n'a pas sa place dans la tech en 2025. Battez-vous contre ça. Il reste 1 minute, et moi j'ai envie de vous poser une question. Je voudrais savoir comment est-ce que ça changerait dans vos équipes ou dans vos entreprises si vous décidiez comme ça de dire ok, on arrête de faire du delivery. On arrête les trucs productivistes, ça ne marche pas. Et vous vous posez la question de comment est-ce qu'on peut changer notre business. Ben voilà, c'était un petit peu la petite question que je voulais vous poser. Merci, la team Devoxx, pour cette invitation. C'est très stressant de voir tout ça. Merci à tous les sponsors, parce que sans les sponsors, il n'y a personne. Et vous êtes là et c'est super cool. Et puis, si vous voulez être copains, moi j'aime bien les copains, donc soyez copains avec moi. Donnez-moi du feedback en vrai, c'est encore mieux. Merci beaucoup.